bonjour à tous et merci d'être si nombreux. Je vais donc introduire la journée avec une question du biologiste. Qu'est-ce que le sexe biologique? Juste peut-être une petite explication sur la fiche. Les représentations sont les représentations d'un testicule fœtal et d'un ovaire fœtal, dans lesquels on a visualisé en couche les cellules germinales. C'est une photographie faite au laboratoire avec une fluorescence des cellules germinales. On voit qu'elles sont organisées de façon différente et que, à partir de ce tout petit organe de rien du tout qui est la gonade fœtale, eh bien, on va aboutir à des individus qui sont différents. Et c'est la question qu'on va se poser. C'est de la souris. C'est de la souris. Oui. Alors voilà. Vous aviez tous trouvé ce que c'était. C'était une énigme. On espérait. Bien. Donc, le sexe d'un individu, en fait, se définit à différents niveaux qui sont strictement des étapes chronologiques de la différenciation sexuelle. Et donc, le premier sexe qui se met en place, c'est bien sûr le sexe génétique. L'œuf, après la fécondation, est 46XX ou 46XY, c'est-à-dire qu'il a 46 chromosomes, dont 2X ou un X et un Y. Et ça, c'est bien sûr le premier sexe qui se met en place dès la fécondation. Ensuite, le deuxième sexe qui se met en place, c'est qu'au cours de l'embryogenèse se différencie soit un testicule, soit un ovaire. C'est ce qu'on appelle le sexe gonadique. Et puis, le troisième sexe qui se met en place, c'est le sexe phénotypique ou sexe corporel. Et en fait, ce sexe correspond à deux parties, deux identités. D'une part, les caractères qu'on appelle caractères sexuels primaires, qui sont les organes génitaux internes et externes, et qui se mettent en place pendant la vie fœtale également, après la différenciation gonadique. Et puis, les caractères sexuels secondaires, c'est le dimorphisme sexuel, la forme du corps, la pilosité, et puis des attributs masculins, tels que la calvitie précoce, et également des attributs féminins, tels que les glandes mammaires. Eh bien, ce sexe-là se met en place extrêmement tardivement à la puberté. C'est la seule fonction qui met autant de temps à se mettre en place. Depuis la fécondation jusqu'à la puberté, il faut 15 ans, 10 ans, 10-15 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de sexe quand, quelque part, on n'a pas besoin du moins de fonction de reproduction, je traite clairement les termes, on n'a pas besoin de fonction de reproduction pendant la petite enfance. Il faut déjà que l'individu soit différencié avant qu'il ait la fonction de se reproduire. Et puis, le système nerveux central et le comportement sexuel, qui sont déterminés à la fois pendant la vie fœtale et aussi à la puberté, et qui donc sont des caractéristiques à la fois de caractères sexuels primaires et secondaires. L'idée fondamentale de la différenciation sexuelle, c'est que c'est le sexe génétique qui impose le sexe gonadique, et puis le sexe gonadique ensuite va imposer le sexe phénotypique, et ceci, quel que soit le sexe génétique. Donc deux étapes totalement indépendantes. Et puis il y a d'autres sexes. Il y a le sexe de l'état civil. Le sexe de l'état civil, c'est tout simple, à la naissance, on regarde quelle est la conformation des organes génitaux externes, et on décide que l'individu est le sexe masculin ou féminin. Donc un seul caractère, vous voyez, le sexe de l'état civil, c'est un seul caractère parmi l'ensemble des autres sexes. Il y a d'autres sexes. Il y a le sexe psychologique, qui dépend à la fois de la masculinisation, de la féminisation du système nerveux central, mais aussi de l'influence des parents et de la société. Et puis un autre sexe, qui est le sexe social, dont on vient de parler, qui est la projection que la société envoie sur un individu et l'identification par la société du genre de l'individu. Alors ici, je vais rester exclusivement biologiste, donc je vais m'intéresser seulement aux trois premiers sexes, et ça va être très simple. La première partie de mon exposé sera d'expliquer comment le sexe génétique impose le sexe gonadique, puis la deuxième partie, c'est comment le sexe gonadique impose le sexe phénotypique. Donc première partie du sexe génétique ou sexe gonadique, pour chacune des parties, mon plan est extrêmement simple. D'abord, je fais la description, ensuite, je vois le déterminisme, et enfin, je vois les anomalies. Description. Les gonades fœtales se mettent en place d'abord de façon indifférenciée, de façon identique, quel que soit le sexe génétique, par la prolifération de cellules somatiques à la surface du mésonéphros,
les cellules somatiques sont représentées ici en bleu, et à la surface du mésonéphrose se met en place une bandelette qu'on appelle la crête génitale, qui est une cellule, un renflement totalement identique dans l'embryon XX et dans l'embryon XY. Ça, c'est la première composante. Une gonade est composée de deux parties, une partie somatique et une partie germinale. La partie germinale, elle correspond à des cellules germinales primordiales qui, elles, se sont différenciées à l'extérieur de l'embryon. Et ces cellules germinales primordiales migrent à l'intérieur de l'embryon et viennent coloniser les bouches gonadiques, et on les appelle à ce moment-là des gonocytes. Et puis à partir de cette gonade indifférenciée, constituée d'éléments somatiques et d'éléments germinaux, eh bien, on va évoluer soit dans le sens mâle, soit dans le sens femelle, pour former un testicule ou un ovaire. La formation du testicule correspond à l'agrégation des cellules de Sertoli qui se différencient et qui englobent les cellules germinales. Et forment ainsi les cordons séminifères. Et à l'âge adulte, ces cordons vont se creuser, pendant l'enfance, ces cordons vont se creuser d'une lumière, formeront à ce moment-là les tubes séminifères. Deuxième élément du testicule, ce sont les cellules de Leydig qui se différencient entre les cordons séminifères. Et enfin, les cellules périculiculaires viennent consolider les cordons séminifères. Ainsi, on a le testicule complètement formé. À cette époque du développement embryonnaire, les ovaires ne sont pas organisés. Il y a toujours un amas non organisé de cellules germinales et de cellules somatiques. La première étape de la différenciation ovarienne, c'est en fait l'entrée en méiose des cellules germinales, qui vont entrer en méiose, qui vont évoluer jusqu'au stade diplotène de la prophase méiotique, puis qui vont être bloquées à ce stade. Et à chaque cycle, il y aura une reprise de la méiose. Deuxième étape, folliculogénèse, formation des cellules, agrégation de cellules somatiques autour des cellules germinales. La chronologie, vous voyez que la chronologie est très décalée. D'abord, formation du testicule. Dans l'espèce humaine, les cellules de Leydig apparaissent à 7-8 semaines. Et ensuite, formation entrée en méiose à 11 semaines dans le ver fœtal. Un élément extrêmement important, c'est que l'activité endocrine de ces deux gonades est totalement différente. Le testicule sécrète de la testostérone pendant la vie fœtale, ce sont les cellules de Leydig fœtales qui sécrètent de la testostérone, et puis pendant l'enfance, ces cellules de Leydig fœtales régressent et elles arrêtent de produire de la testostérone, et puis on verra tout à l'heure qu'à la puberté, d'autres cellules de Leydig se différencient et recommenceront à produire de la testostérone. Commenceront plutôt, ça sera d'autres. Au contraire, le ver, lui, ne produit aucune hormone, ça ne veut pas dire qu'il a absolument aucune activité stéroïdogène, mais globalement, il n'a aucune activité stéroïdogène. Voyons le déterminisme. Le déterminisme a été connu depuis assez longtemps, en fait, par l'observation d'anomalies hétérochromosomes dans l'espèce humaine, dues à des erreurs au moment de la méiose parentale. On a différents syndromes, on obtient, lorsqu'il y a non-disjonction du X et du Y, le syndrome de Klinefelter, c'est-à-dire ce sont des individus qui ont 47 chromosomes, dont 2 X et un Y. Ce sont des hommes, fondamentalement. Ils différencient les testicules pendant la vie fœtale, et simplement, à l'âge adulte, on constate qu'ils sont souvent hypofertiles. L'image en miroir, c'est lorsque un des gamètes ne porte aucun hétérochromosome. On obtient alors des fœtus qui sont, des fœtus et des individus adultes, qui sont 45X0. Ce sont des femmes, c'est le syndrome de Turner. Et elles différencient donc, elles ont différencié les ovaires pendant la vie fœtale. Notons qu'elles sont stériles parce qu'à l'âge adulte, tous les follicules dégénèrent. Quand c'est un syndrome de Turner complet, quand il n'y a pas de mosaïcisme, des fois il peut y avoir du mosaïcisme, donc on peut avoir des Turner qui sont fertiles. L'autre cas, c'est lorsqu'il y a non-disjonction des 2X, à ce moment-là, on obtient des individus triple X, ce sont des femmes qui différencient donc des ovaires pendant la vie fœtale. À l'âge adulte, elles sont souvent
hypofertiles et elles ont aussi souvent un quotient intellectuel réduit. Les hommes XXY, donc nous une disjonction du chromosome Y au cours de la deuxième division de méiose, et on obtient à ce moment-là des hommes qui sont avec un phénotype normal, mais souvent une hypofertilité, mais qui sont fertiles. Et s'il n'y a pas de X, c'est létal. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque d'abord que c'est extrêmement fréquent comme anomalie, vous avez vu les chiffres ici en face. C'est fréquent pourquoi? Parce que les chromosomes, les hétérochromosomes s'apparient uniquement par l'extrémité de leur bras court au moment de la méiose, et donc c'est un domaine d'appariement qui est réduit, ce qui fait qu'il peut y avoir un mauvais appariement, et du coup les deux chromosomes partent dans la même cellule fille. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que toutes les fois qu'il y a un X, toutes les fois qu'il y a un Y, toutes les fois qu'il y a un Y, on a un homme, quel que soit le nombre d'X. Et toutes les fois qu'on n'a pas d'Y, quel que soit le nombre d'X, on a formation d'un ovaire. Donc, finalement, le déterminisme génétique est extrêmement simple. Présence du Y, ça donne un testicule. Absence du Y, ça donne un ovaire, à partir d'une gonade sexuellement indifférenciée. Ensuite, on est allé plus loin, donc ça c'est dans les années, je dirais 1950, 1960, on sait déjà ça. Et puis ensuite, eh bien, on est allé plus loin en utilisant quelque part des, entre guillemets, anomalies de la différenciation génétique. C'est le fait qu'il existe des hommes XX, c'est extrêmement rare, un cas sur 20 000, et des femmes XY, un cas sur 100 000. Et si l'hypothèse a été de supposer que ces hommes étaient XX parce qu'ils avaient hérité d'un gène de différenciation testiculaire, alors que les femmes étaient XY, parce que sur leur chromosome Y, il y avait eu une délétion du gène de différenciation testiculaire, et il n'y avait donc eu pas de différenciation testiculaire. On a ainsi identifié un gène qu'on a appelé SRY, qui est situé à l'extrémité du bras court du chromosome Y, pratiquement à l'extrémité. Ici, c'est la région pseudo-hétérosomale, c'est la région avec laquelle s'apparient les deux chromosomes. Et ce chromosome, s'il y a un crossing over entre le X et le Y au moment de la méiose paternelle, eh bien, le X paternel va hériter du SRY, et donc il va jouer le rôle d'un Y. Et au contraire, le Y paternel va ne pas posséder le chromosome, le gène SRY, et donc ne pas pouvoir imposer une différenciation testiculaire. C'est ainsi qu'on a identifié SRY, puis on a avancé, bien sûr, en identifiant les cibles de SRY, avec des gènes qui sont des gènes protesticulaires, qui sont stimulés par SRY, et au contraire des gènes qui sont inhibés par SRY, parce que si ces gènes ne sont pas inhibés, eh bien le testicule ne se différencie pas, ce sont des gènes antitestis. Et puis voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus, ensuite on a avancé encore sur une donnée qui est importante, qui est la suivante. C'est que, en fait, SRY ne s'exprime que dans les cellules de Sertoli. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un testicule, qu'est-ce que c'était? C'était des cellules de Sertoli qui englobaient les cellules germinales. À ce moment-là, ça faisait un cordon séminifère, ça faisait un testicule. Eh bien, en fait, c'est effectivement dans ce type cellulaire que s'exprime SRY. Et c'est l'expression de SRY qui fait qu'une cellule indifférenciée devient une cellule de Sertoli. Et voilà, à partir du moment où on a une cellule de Sertoli, cette cellule de Sertoli, elle, va sécréter des facteurs qui vont imposer la différenciation de tous les autres types cellulaires du testicule. C'est ce qu'on appelle des facteurs paracrines, para à côté crine sécrétion, c'est-à-dire que ce sont des facteurs de signalisation qui ne passent pas dans le milieu sanguin, donc qui ne sont pas des hormones au sens strict, mais qui diffusent et qui agissent tels que des hormones. Et il peut aussi y avoir des facteurs juxtacrines, c'est-à-dire simplement la membrane de la cellule de Sertoli exprime des facteurs qui trouvent leurs récepteurs sur
la membrane des cellules germinales, par exemple, et il y a une interaction ainsi, sans sécrétion d'hormones, simplement par des facteurs qui sont exprimés à la surface membranaire de la cellule de Sertoli et qui vont agir par simple contact sur la surface de la cellule germinale, puisque les cellules de Sertoli et les cellules germinales, ainsi que les cellules de Sertoli et les cellules péricupulaires, ont des contacts intermembranaires. Donc ça, c'est une notion fondamentale. Expérimentalement, on sait faire des testicules avec des cellules de Sertoli XY et des cellules de Leydig XX, des cellules péricupulaires XX, des cellules germinales XX. Ici, on voit bien que l'expression du sexe génétique, c'est exclusivement les cellules de Sertoli. Pour le ver, pendant longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de recherches, en fait, sur les gènes de différenciation ovarienne. On était content, pour un testicule, il fallait SRY. Quand il n'y avait pas SRY, paf, ça donnait un ovaire, c'est un testicule raté. C'est seulement dans les années 2000, à peu près, 98, qu'on a commencé à se dire, mais bon sang, un ovaire, il peut y avoir quand même des gènes qui s'expriment, qui font qu'un jour ou l'autre, cette gonade indifférenciée, elle devient un ovaire. Effectivement, on a commencé à trouver des gènes qui s'expriment et qui sont nécessaires à la différenciation ovarienne. Alors ces gènes, bien sûr, ils sont réprimés par SRY. Sinon, si SRY s'exprimait, eh bien ces gènes ne pourraient pas s'exprimer, à ce moment-là, on aurait un testicule. Mais quand il n'y a pas SRY, eh bien, ces gènes sont importants dans la différenciation ovarienne. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on connaissait très bien la cellule dans laquelle s'exprime SRY. On est loin de connaître exactement quels sont les types cellulaires qui font qu'on a une différenciation ovarienne. On est très en retard sur le déterminisme génétique de l'ovaire. Les anomalies sont assez simples. Les anomalies, j'en ai déjà un peu parlé, puisque c'est pas grâce aux anomalies, si je peux dire, entre guillemets, qu'on a pu avancer et identifier SRY. Mais l'anomalie principale, c'est l'hermaphrodisme vrai, c'est-à-dire des individus qui ont dans leur gonade des portions testiculaires et des portions ovariennes, ou qui ont éventuellement un testicule d'un côté, un ovaire de l'autre. Ça, c'est dû au fait que le dialogue intercellulaire au moment de la différenciation du testicule, le dialogue dont j'ai parlé, des cellules de Sertoli qui agissent sur les cellules de Leydig, mais il y a bien d'autres, il y a les cellules de Leydig qui agissent aussi sur les cellules péricupulaires, etc. Que ce dialogue a mal marché dans un territoire donné de la gonade, et que donc la gonade est en partie masculine, en partie féminine. Voilà. Passons à la deuxième partie. Du sexe gonadique au sexe phénotypique. Donc maintenant, on a soit un testicule, soit un ovaire dans l'embryon, et on va voir comment ce testicule ou cet ovaire impose la différenciation du phénotype. Donc d'abord, le phénotype caractère sexuel primaire. Description. Le tractus génital se différencie à partir de trois ébauches qui sont, d'une part, le canal de Wolff, d'autre part, le canal lobulaire, et enfin, le sinus urogénital. Et bien, à partir de ces trois ébauches, l'évolution va être différente, dans le sexe masculin et dans le sexe féminin. Chez la femelle, eh bien, le canal lobulaire va donner l'essentiel du tractus génital, c'est-à-dire les trompes de Fallope, l'utérus et le tiers supérieur du vagin. Et au contraire, le canal de Wolff va régresser. Le sinus urogénital, chez la femelle, donnera les deux tiers inférieurs du vagin. Chez le mâle, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le canal lobulaire qui régresse, et le canal de Wolff donne l'épididyme, le canal déférent et les vésicules séminales. Le sinus urogénital donne naissance à la prostate et aux glandes bulbeuses. Donc, retenons qu'au départ, eh bien, se met en place un stade indifférencié qui peut évoluer soit dans un sens, soit dans un autre. Là, c'est ce qu'on appelle ce stade indifférencié ou ce stade bipotentiel, puisque la potentialité d'évoluer vers les deux sexes. La différenciation des organes génitaux externes, ici aussi c'est le même schéma, la formation d'abord d'une ébauche sexuellement indifférenciée, qu'on appelle un tubercule urogénital, qui est constitué par, de part et d'autre de la fente urogénitale, les replis urétraux, et puis plus latéralement les épaississements labioscrotaux. L'image, voici un fœtus humain de 7 semaines de grossesse, on ne sait pas si c'est un fœtus masculin ou féminin. On voit bien les replis urogénitaux et les épaississements labioscrotaux qui se terminent par les replis urétraux se terminant par le futur gland ou le futur clitoris.
L'évolution est extrêmement simple. Dans le sexe féminin, il n'y a pas de remaniement, de réorganisation de l'ensemble. L'ensemble grossit avec les replis urogénitaux qui donnent naissance aux petites lèvres et les épaissements labioscrotaux plus latéralement qui donnent naissance aux grandes lèvres. Dans le sexe masculin, c'est différent parce que les replis urogénitaux se soudent entre eux et se soudent à la base, et puis la partie antérieure augmente, et ainsi se forme le pénis, un peu à la manière d'une fermeture éclair, de bas en haut aussi, on ferme, et ça fait un pénis. Donc, le scrotum, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les épaississements labioscrotaux, eux, se soudent par la partie postérieure, et ainsi se forme le scrotum lubricans. Déterminisme. Le déterminisme, ont été fondamentalement mis en évidence par une expérience d'Alfred Jost, qui faisait ses travaux à l'université, à la faculté des sciences de Paris à l'époque. Qu'est-ce qu'il fait? Il castre un fœtus mâle, in utero, et son génie, à l'époque, dans les années 1950, c'est d'abord de savoir castrer un fœtus mâle in utero et que le fœtus reste vivant, et deuxièmement aussi de penser que s'il veut voir un effet de la castration, il faut qu'il fasse ça avant la différenciation des organes génitaux externes et du tractus génital. Et c'est ce qu'il fait. Après castration d'un fœtus mâle, il voit que les organes génitaux internes et externes, eux, se différencient dans le sens femelle. Même chose sur un fœtus femelle. À l'époque, on peut savoir si c'est un mâle ou une femelle en analysant l'expression en analysant la présence ou non d'un chromosome X. Et il voit qu'alors, la différenciation se maintient dans le sens femelle. Ensuite, on greffe un testicule fœtal chez un fœtus femelle. À ce moment-là, on a une différenciation mâle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le testicule fœtal va imposer une différenciation masculine et que le ver fœtal, au contraire, n'est pas nécessaire. Donc, on a comment le testicule fœtal peut-il agir? Il peut agir seulement par la sécrétion d'hormones, puisque les relations qui peuvent s'établir entre un greffon et son hôte sont des facteurs diffusibles. Et donc, le testicule qu'on a greffé ici et qui a imposé une différenciation masculine, ce testicule n'a pu agir qu'en sécrétant des hormones. Cette expérience est aussi fondamentale parce qu'il faut comprendre une chose. C'est que ici, par exemple, j'ai une différenciation femelle. Ça veut dire que j'ai un utérus. Il est femelle, j'ai un utérus. Mais il est dans un individu qui est un fœtus mâle. Donc, j'ai un utérus qui est XY. Ok? Ici, j'ai un testicule fœtal qui a été greffé chez un fœtus femelle. J'ai une différenciation mâle. Donc, j'ai un épididyme, début de prostate, l'épididyme et le prostate XX. C'est ces expériences-là qui ont permis de faire la diapositive que j'ai donnée en introduction, qui est que il faut distinguer le sexe génétique, le sexe gonadique et le sexe phénotypique, et que le sexe phénotypique se différencie quel que soit le sexe génétique. Ok? Donc on arrive à ce schéma général qui est que on a une ébauche de tractus génital et d'organes génitaux externes sexuellement indifférenciés qui va évoluer soit dans le sens femelle s'il n'y a pas d'hormones testiculaires, il n'y a pas besoin d'un ovaire pour évoluer dans le sens femelle, et soit dans le sens mâle s'il y a des hormones testiculaires. Ici, réellement, la différenciation phénotypique des caractères sexuels primaires féminins est une différenciation par défaut, on peut le dire, c'est clair. C'est parce qu'il n'y a pas d'hormones de différenciation qu'on va dans le sens féminin. Donc, pour présenter ça de façon moins sexiste, on peut dire que c'est le programme de base. C'est mieux.
Alors, ensuite, bon, on a avancé bien sûr sur quelles sont ces hormones. En fait, il y a deux types d'hormones. D'une part, les hormones, la testostérone qui est sécrétée par les cellules de Leydig et qui va agir sur le sinus urogénital, tubercule urogénital et canal de Wolff pour les masculiniser. Et puis d'autre part, les cellules de Sertoli sécrètent aussi une hormone, qui est l'hormone antimullérienne, qui entraîne la régression du canal de Muller. Donc ça, c'est la différenciation masculine. Dans la différenciation féminine, eh bien, pas de testicule fœtal, absence de testostérone, d'où autodifférenciation femelle du canal de Wolff qui régresse, il n'est pas stimulé par la testostérone, du sinus urogénital, du tubercule urogénital, et le canal de Muller s'autodifférencie en l'absence de stimulation hormonale extérieure pour former un utérus et les trompes de Fallope et le tiers supérieur du vagin. Voyons le déterminisme. Voyons pas le déterminisme, voyons le déterminisme des caractères sexuels secondaires. J'ai vu le caractère sexuel primaire, maintenant je passe au caractère sexuel secondaire, c'est-à-dire à la puberté. À la puberté, on a une augmentation de la production de testostérone avec de nouvelles cellules de Leydig qui se différencient, qui sont différentes des cellules de Leydig fétales, et production de testostérone qui va progressivement diminuer avec l'âge. Et puis, à la puberté, chez l'individu féminin, augmentation de la production d'estradiol qui entraîne le développement pubertaire féminin. Ici, on a donc un schéma qui est complètement différent du schéma précédent. C'est-à-dire que dans le schéma précédent, ou bien on avait des hormones masculines pour les caractères sexuels primaires, on allait dans le sens mâle, ou bien on n'avait pas d'hormones et on allait spontanément dans le sens femelle. Ici, ou bien on a des hormones masculines et on va dans le sens mâle, ou bien on n'a pas d'hormones et donc on ne fait pas de puberté, on garde l'aspect du petit enfant, ou bien alors on a des hormones féminines et à ce moment-là on va dans le sens féminin. Il faut des hormones féminines pour faire une puberté féminine. Quelles sont les anomalies de la différenciation pour terminer? Les anomalies de la différenciation, c'est-à-dire les anomalies de la différenciation entre le sexe gonadique et le sexe phénotypique, c'est ce qu'on appelle le pseudo-hermaphrodisme. C'est-à-dire que la première étape va fonctionner normalement, mais la deuxième étape ne fonctionne pas normalement entre guillemets. Donc il y a des pseudo-hermaphrodismes masculins qui sont donc X, Y et qui ont des testicules. Et on verra après des pseudo-hermaphrodismes féminins qui sont X et qui ont des ovaires. C'est bon. Donc les pseudo-hermaphrodismes masculins sont donc des individus qui ont des testicules, mais ils ont un tractus génital ou des organes génitaux externes qui sont incomplètement masculinisés ou plus ou moins féminisés à la naissance. On comprend bien que ce déficit peut provenir d'un défaut soit de la production, soit de l'action des hormones testiculaires, c'est-à-dire soit de la testostérone, soit de l'hormone antimullérienne pendant la vie fœtale. Voyons d'abord les défauts androgéniques. Premier cas, défaut de production d'androgènes. On a identifié des mutations dans tous les gènes qui codent pour les enzymes de la voie de biosynthèse de la testostérone. De façon générale, le déficit n'est pas total. Donc on a une masculinisation qui est plus ou moins incomplète du tractus génital avec des organes génitaux externes qui peuvent être plus ou moins ambigus selon l'atteinte de la production de testostérone. Un cas assez fréquent, qu'on identifie bien à la naissance, c'est l'hypospadias. Je l'ai dit que le pénis se formait à la manière d'une fermeture éclair qui allait du bas jusqu'au haut. Et bien quand la fermeture éclair reste coincée, et bien à ce moment-là, l'orifice urogénital débouche sur la face ventrale du pénis et non pas à son extrémité. C'est ce qu'on appelle l'hypospadias, spadias, orifice, hypo au-dessous. Avec actuellement en France 4 cas sur 1000 d'hypospadias. La fréquence a augmenté en liaison avec la perturbation endocrinienne, puisque il y a 30 ans, c'était seulement 2 cas sur 1000. Je parlais de la perturbation endocrinienne autrefois. Le deuxième cas, c'est le défaut de la réceptivité aux androgènes. Alors, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Alors, il y a différents niveaux. Ça veut dire que le récepteur des androgènes ne fonctionne pas, ou fonctionne mal. Quand il ne fonctionne pas du tout, c'est ce qu'on appelle un déficit total, c'est le cas qu'on va étudier. C'est un cas sur 20 000 naissances, qui n'est pas négligeable. Et il peut y avoir un déficit partiel,
À ce moment-là, on est dans le cas précédent avec une mauvaise masculinisation. Les fils partiels, c'est un cas sur 4000 naissances. Qu'est-ce qu'on a? On a des fœtus XY qui ont des testicules normaux, donc la première étape, différenciation de la déterminisme génétique de la différenciation biologique a bien marché. Ces testicules sont normaux, donc ils produisent de l'hormone antimullérienne qui entraîne la régression du canal mullaire, donc plus d'utérus, le trompe de Fallope. Et ils sécrètent de la testostérone, mais cette testostérone agit sur des récepteurs qui, eux, sont inefficaces, donc il n'y a pas d'effet. Donc à la naissance, ce sont des petites filles sans ambiguïté. Elles sont élevées comme des petites filles. À la puberté, il se passe la chose suivante, qui est que les testicules sécrètent de la testostérone. Cette testostérone, chez tous les individus, est transformée en partie en estradiol par le foie. C'est une voie de dégradation de la testostérone, heureusement elle est relativement minime, sinon les hommes ne seraient plus des hommes. Mais dans le cas présent, ici, cet estradiol qui est produit par la testostérone, à la puberté, la testostérone augmente bien sûr, et donc il y a de plus en plus d'estradiol qui est produit, mais cet estradiol n'est pas contrecarré par des androgènes. Il se trouve qu'il y en a toujours une balance androgène-estrogène, et que l'estradiol, en l'absence d'androgène, a plus d'efficacité qu'en présence d'androgène. Et donc ça entraîne une puberté féminine, qu'on appelle harmonieuse, j'ai fait un petit dessin, c'est-à-dire qu'il y a une vraie puberté féminine, et l'individu ne sait toujours pas qu'il a des testicules, qu'elle a des testicules. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de règle, puisqu'il n'y a pas d'utérus. Donc à ce moment-là, on va consulter, et on apprend à la demoiselle qu'elle est XY, qu'elle a des testicules, et que... alors, de façon générale, on enlève les testicules, parce que les testicules intra-abdominaux peuvent devenir cancéreux, et on leur propose un traitement substitutif de la ménopause pour qu'elles aient des estrogènes et pas des estrogènes pendant toute leur vie. C'est un syndrome qui est relativement bien vécu, c'est sûrement le syndrome d'inversion sexuelle qui est le mieux vécu, on va dire. Pourquoi? Parce que ce sont des individus qui ont été élevés comme des petites filles, dès la naissance. Personne ne s'est posé de problème, elles ont joué la poupée, normal. Et elles ont une vraie identité, elles s'identifient vraiment comme des filles. De plus, souvent, elles sont belles, parce qu'elles ne sont pas androgènes. Donc elles ont une belle peau, etc. Donc ce sont des belles femmes qui vivent bien leur sexualité. Le travail psychologique, c'est bien sûr de faire le deuil de la maternité. C'est ça le travail. Mais c'est... voilà. On a un autre cas qui est plus rare, qui est le défaut de production d'hormones antimullériennes chez des individus XX et XY. Donc, c'est des individus XY, mais qui ne produisent pas d'hormones antimullériennes ou qui ont un déficit du récepteur de l'hormone antimullérienne. Et bien à ce moment-là, c'est des petits garçons qui, à la naissance, ont différencié un utérus pendant leur vie fétale. Donc, il faut les opérer pour enlever l'utérus. C'est rien du tout. Ça se perd bien et on refait descendre les testicules. Ça se détecte parce que les testicules ne sont pas descendus dans le scrotum, puisque l'utérus fait un encombrement stérique et qui empêche la descente du testicule dans le scrotum. Et donc, c'est à ce moment-là qu'à l'échographie, on voit qu'il y a un utérus qu'on enlève. Pseudo-hermaphrodisme féminin, pour terminer. Ici, c'est donc des individus qui sont XX, qui différencient des ovaires. Mais la deuxième étape se fonctionne mal, c'est-à-dire que le tractus génital et les organes génitaux externes sont quand même plus ou moins masculinisés à la naissance. Quelle est l'origine? Bien, l'origine, c'est que le fœtus a été sous l'influence d'androgènes, et il y a quelques cas d'erreurs cliniques qui sont faites à un certain moment, dans les années 1950. Maintenant, on arrête quand même d'injecter des produits, soi-disant, pour maintenir la grossesse et qui, en fait, ont une activité androgénique. Mais l'essentiel, c'est le syndrome d'hyperplasie surrénalienne congénitale. Terme barbare. Hyperplasie, ça veut dire augmentation du nombre de cellules, surrénalienne, désurrénale, congénitale, observable à la naissance. Qu'est-ce que c'est?
Mais les surrénales, qu'est-ce qu'elles font normalement? Chez un fœtus et même chez l'individu adulte. Elles produisent des corticoïdes à partir du cholestérol. Et cette voie de biosynthèse aboutit aussi à la production d'androgènes faibles qui sont produits par les surrénales de façon faible, mais chez l'homme comme chez la femme, et qui ont une faible activité, donc normalement ils ne provoquent pas une masculinisation. Mais il peut exister un déficit des enzymes qui transforment la progestérone et l'hydroxyprogestérone en corticoïdes, et à ce moment-là, eh bien, tout le cholestérol de cette voie de biosynthèse va être dirigé vers les androgènes faibles, et donc il y aura une hyperproduction d'androgènes faibles par la surrénale fétale chez un fœtus XX qui va donc entraîner une masculinisation. De plus, vous savez tous que les corticoïdes exercent un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, en particulier sur l'hypophyse. Et l'hypophyse sécrète de l'hormone l'ACTH, l'adénocorticotrophique hormone, qui stimule la production de corticoïdes en stimulant la première étape de voie de biosynthèse. Et donc, on a une hyperproduction d'androgènes faibles du fait que ce rétrocontrôle négatif ne peut pas s'exercer puisqu'il n'y a pas cette production de corticoïdes. Donc, hyperstimulation par l'ACTH, qui va entraîner une hyperdifférenciation des cellules surrénaliennes, d'où hyperplasie de la surrénale qui va grossir, parce qu'elle est hyperstimulée par l'ACTH. Et ainsi, on a une androgénisation du fœtus féminin. Dans le cas, bien sûr, l'hyperplasie surrénalienne existe aussi chez le fœtus masculin, donc qui va produire des androgènes par ses surrénales, en plus de sa production d'androgènes par le testicule. C'est pas pour ça que ça sera un super mal. Néanmoins, il faudra quand même le traiter, parce que les corticoïdes sont nécessaires, bien sûr, et donc il faudra le traiter par l'administration de corticoïdes à la naissance pour compenser l'absence de corticoïdes. Bien. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la différenciation sexuelle est un processus en cascade qui met en jeu les différents systèmes. On a vu le système génétique, le système paracrine, endocrine. Il y a d'autres systèmes dans la nature qui sont le système épigénétique. Je vais en prendre une minute, je n'ai pas le temps. Et puis, bon, il faut quand même focaliser sur l'espèce humaine. Et puis, il y a des possibilités d'erreur à chacune des étapes qu'on a essayé d'étudier. Je vous remercie.